Le téléphone de ma femme a sonné pendant qu'elle cuisinait. Elle l'a mis sur haut-parleur, pensant que c'était sa mère, mais le médecin a dit « Madame, vous êtes enceinte de 12 semaines ». Ma femme a pâli. Je venais tout juste de rentrer d'un voyage d'affaires de 4 mois en Chine. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Javier Serrano Vidal. J'ai 57 ans, et je suis consultant en affaires internationales. Pendant 23 ans et 8 mois très exactement, j'ai cru avoir un mariage parfait avec Vanessa Martinez, une professeure de littérature de 4 ans ma cadette. Je n'ai jamais, pas une seule seconde, soupçonné que ma femme puisse me trahir. Nous étions, ou du moins je le croyais, l'exemple du couple solide que tout le monde admirait, au sein de notre cercle social madrilène. Le mardi 14 janvier 2024, j'ai atterri à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, à 11h43 du matin, après un vol de 16 heures depuis Shanghai. J'avais passé 120 jours à coordonner la fusion entre deux multinationales de la technologie, un projet qui m'avait complètement accaparé, mais qui représentait le point culminant de ma carrière professionnelle. Pendant ces 4 mois, j'ai travaillé entre 14 et 16 heures par jour. J'ai sacrifié mon sommeil, ma santé, ainsi que mon temps personnel, tout cela pour m'assurer que chaque détail de l'accord soit parfait. Vanessa m'a accueilli à l'aéroport avec un sourire qui, en y repensant aujourd'hui, me semble complètement faux. Elle m'a serré fort dans ses bras, et a chuchoté « Tu m'as tellement manqué, mon amour ». J'ai cru à chacun de ces mots. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? En plus de 2 décennies passées ensemble, elle ne m'avait jamais donné la moindre raison de douter. Elle était la femme que j'avais rencontrée lors d'une conférence universitaire en 1998, celle qui avait accepté ma demande en mariage sous la pluie dans le parc du Retiro, et la mère de notre fille, Nuria. Pendant le trajet en voiture jusqu'à notre maison, dans le quartier de Chamartin, Vanessa m'a parlé de ses cours, de ses lycéens, et à quel point tout avait été ennuyeux sans moi. Je lui ai raconté les réunions interminables avec les cadres chinois, la nourriture à laquelle je ne m'étais jamais habitué, et les nuits blanches passées à réviser des contrats en mandarin, avec l'aide de traducteurs. Tout semblait normal. Tout paraissait être exactement comme je l'avais laissé en septembre. Nous sommes arrivés à la maison vers 13 heures. Vanessa a suggéré de préparer mon plat préféré pour fêter mon retour, une paella valencienne avec des fruits de mer frais, qu'elle avait acheté le matin même au marché. Pendant qu'elle cuisinait, j'ai pris une douche, et j'ai enfilé des vêtements confortables pour la première fois depuis des mois. L'arôme du safran et du bouillon de poisson a rempli toute la maison, m'apportant ce sentiment de foyer qui m'avait si profondément manqué. Je dois mentionner un point important concernant ma relation avec mon jeune frère, Bruno. Il a 52 ans, soit 5 de moins que moi, et il a toujours été le membre le plus problématique de la famille Serrano. Pendant que je bâtissais ma carrière de consultant, Bruno passait d'un emploi à l'autre, sans jamais trouver sa place. En 2015, alors qu'il traversait sa pire crise financière après l'échec d'une entreprise, je l'ai sauvé. Je lui ai cédé 15% de mon cabinet de conseil, sans rien demander en retour, si ce n'est qu'il stabilise sa vie. Il était mon petit frère, ma responsabilité. Vanessa était tout à fait d'accord avec cette décision. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important, m'avait-elle dit. Ensuite, Bruno a fini par travailler comme entraîneur personnel, dans un gymnase haut de gamme de Madrid. Pour arrondir ses fins de mois, il était aussi serveur à temps partiel dans un restaurant appelé La Pergola. Je le voyais de temps en temps, peut-être une fois par mois. Il me remerciait toujours de l'avoir aidé au moment où il en avait le plus besoin. Je l'avais toujours considéré comme un frère loyal. À 14h23, nous nous sommes assis à la table de la salle à manger. Vanessa avait préparé la paella à la perfection, exactement comme je l'aimais. Nous avons servi le vin blanc que j'avais ramené du duty-free, un Albarino qui m'avait coûté 42 €. Nous avons trinqué à mon retour triomphal. Tout était parfait. Trop parfait. Le téléphone de Vanessa a commencé à sonner, à 14h37 très exactement. Elle était en train de me servir une autre portion de riz, les mains occupées, alors l'appareil a continué de vibrer sur la table. Réponds sur haut-parleur, mon amour, lui ai-je dit. Ce doit être ta mère qui prend de mes nouvelles. Vanessa a hésité une fraction de seconde, mais a finalement appuyé sur le bouton vert du haut-parleur, sans même regarder l'écran. Madame Vanessa Martinez de Serrano a demandé une voix professionnelle masculine. Oui, c'est moi, a répondu ma femme, et j'ai remarqué que son visage commençait à blêmir. Ici le docteur Ricardo Campos,
du centre médical San Rafael. Je suis au regret de vous informer que les résultats du test, que vous avez demandé la semaine dernière, sont arrivés. Ils confirment que vous êtes enceinte d'environ 12 semaines. Nous devons planifier un rendez-vous de suivi prénatal. Et ce, dès que possible. Le reste des paroles du médecin s'est transformé en un bourdonnement lointain. Mon cerveau a fait le calcul automatiquement. 12 semaines, cela signifiait que la conception avait eu lieu fin octobre ou début novembre. J'étais en Chine depuis le 18 septembre. Il était mathématiquement impossible que ce bébé soit de moi. Vanessa a mis fin à l'appel brusquement. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli faire tomber le téléphone. Son visage était passé de pâle à complètement blanc, comme si tout le sang s'était vidé de son corps. Elle m'a regardé, les yeux remplis d'une panique absolue. Ravière, Ça doit être une erreur de laboratoire, a-t-elle balbutié, les mots se bousculant dans sa bouche. Ce n'est pas possible. Je sais qu'il doit y avoir eu une confusion avec une autre patiente. Mais je connaissais ce regard. Après 23 ans de mariage, je connaissais la moindre expression de son visage. Et ce n'était pas le visage de quelqu'un de confus par une erreur médicale. C'était le visage d'une personne dont le secret le plus sombre venait d'exploser, en plein milieu de la table à manger. J'ai posé ma fourchette sur l'assiette, produisant un son métallique et sec, qui a résonné dans le silence soudain de la pièce. Vanessa était toujours debout près de la table. Elle tenait le plat à paella à 2 mains, comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée à la réalité. Ses lèvres tremblaient, essayant de former des mots qui refusaient de sortir. « Ravière, il faut que tu m'écoutes », a-t-elle commencé d'une voix brisée. C'est clairement une erreur administrative du centre médical. Je n'ai jamais demandé de test de grossesse. Ils ont dû confondre mon nom avec celui d'une autre patiente. Tu sais comment ces endroits mélangent toujours les dossiers. Et je l'ai laissé parler. Chaque mot qui sortait de sa bouche creusait sa tombe un peu plus profondément. Je suis resté assis, le dos droit contre la chaise en chêne, celle que nous avions achetée ensemble dans un magasin d'antiquités à Tolède, 14 ans plus tôt. Je respirais lentement, contrôlant chaque muscle de mon visage, afin de ne pas trahir la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. Je vais appeler le docteur Campos tout de suite, pour dissiper ce malentendu, a continué Vanessa, tendant à nouveau la main vers son téléphone avec des doigts tremblants. Tu verras, tout ça n'est qu'une confusion ridicule, et on en rira plus tard. Non, ai-je dit avec un calme glacial. Un seul mot, qui l'a stoppé net dans son élan. N'appelle pas maintenant. Vanessa m'a regardé avec de grands yeux. Elle cherchait dans mon expression le moindre indice de ce que je pensais. Mais, au fil des années de négociations commerciales, j'avais appris à garder un visage complètement neutre quand j'en avais le plus besoin. C'était une compétence que je n'aurais jamais imaginé utiliser contre ma propre femme. J'ai besoin de marcher, ai-je annoncé, me levant de table avec des mouvements délibérément lents. J'ai besoin de digérer ça tout seul. Laisse-moi de l'espace. Mais Ravière, tu ne peux pas penser que je... Vanessa. Je l'ai interrompue avec un ton que je n'avais jamais utilisé avec elle auparavant. Froid, distant, définitif. Laisse-moi de l'espace. J'ai attrapé ma veste sur le porte-manteau, et j'ai quitté la maison sans me retourner. J'ai entendu sa voix m'appeler depuis la porte, mais je ne me suis pas arrêté. Mes jambes m'ont automatiquement porté vers le parc du quartier, un endroit où j'avais l'habitude de courir le matin, avant que ma carrière ne m'accapare complètement. L'air de janvier coupait mon visage comme des lames invisibles. Il était 15h05. Le parc était presque vide, à l'exception d'une mère poussant une poussette, et d'un vieil homme nourrissant des pigeons près de la fontaine centrale. Je me suis assis sur un banc en bois isolé, sous un châtaignier dénudé, qui projetait des ombres squelettiques sur le sol humide. Alors, et seulement à cet instant, j'ai permis à mon corps de réagir. Mes mains ont commencé à trembler de manière incontrôlable. J'ai ressenti une pression écrasante dans ma poitrine, comme si quelqu'un avait posé une dalle de béton sur mes côtes. La nausée m'a pris par vagues. J'ai enfoui ma tête entre mes genoux, respirant profondément pour m'empêcher de vomir sur place. 23 ans et 8 mois. C'était le temps que j'avais investi pour bâtir ce que je croyais être un mariage solide. Je me suis souvenu de notre mariage, à l'église de San Geronimo, avec 200 invités témoins de nos vœux. Je me suis rappelé la naissance de Nuria, la façon dont Vanessa m'avait serré la main pendant 17 heures de travail. Je me suis remémoré un millier de petits moments, les petits déjeuners partagés,
les vacances sur la côte, les disputes stupides que nous résolvions toujours avant d'aller nous coucher. Quelle part de tout cela avait été réelle? Quelle part n'avait été qu'un mensonge? Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Vanessa. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut parler. Je t'aime. C'est un horrible malentendu. Je l'ai laissé sans réponse. Je suis resté sur ce banc pendant 3 heures. J'ai regardé le soleil d'hiver se coucher lentement, peignant le ciel dans des tons d'orange et de violet. Les lampadaires du parc se sont allumés automatiquement. Le froid est devenu mordant, mais je le sentais à peine. Mon cerveau fonctionnait à plein régime. Il traitait les informations, calculait, planifiait. Car voici la vérité que j'ai comprise, assis sur ce banc glacé, si je réagissais par une colère immédiate, si je confrontais Vanessa avec des accusations pleines d'émotions, elle se contenterait d'affiner ses mensonges. Elle aurait le temps d'effacer les preuves, de préparer des histoires convaincantes, et de manipuler la situation en sa faveur. J'avais vu cette dynamique des milliers de fois dans les négociations d'entreprise. Celui qui abat ses cartes en premier a perdu. Non, j'avais besoin d'informations. J'avais besoin de preuves concrètes. Je devais savoir exactement avec qui elle m'avait trahi, depuis combien de temps, et ce qui s'était passé d'autre pendant que je travaillais 16 heures par jour à l'autre bout du monde, croyant bâtir un avenir pour ma famille. À 18h30, je suis rentré à la maison. Vanessa était assise sur le canapé du salon, les yeux gonflés d'avoir pleuré, un mouchoir froissé entre les mains. La paella était toujours sur la table de la salle à manger, froide et intacte. « Ravière » a-t-elle commencé en me voyant entrer. J'ai levé la main pour la stopper. Je suis fatigué par le voyage. J'ai besoin de dormir. Nous parlerons demain, quand j'aurai les idées plus claires. Mais demain, Vanessa. J'ai monté les escaliers vers notre chambre, conscient de son regard qui me suivait. Je me suis allongé tout habillé sur le lit, sans même enlever mes chaussures. Elle est entrée 20 minutes plus tard, hésitant sur le seuil. « Je peux » a-t-elle demandé en désignant l'autre côté du lit. « Fais ce que tu veux » ai-je répondu sans la regarder. Face au mur, je l'ai senti s'allonger, aussi loin de moi que possible, maintenant une distance qui n'avait jamais existé entre nous auparavant. Sa respiration irrégulière trahissait le fait qu'elle était éveillée, et probablement terrifiée. Bien. Qu'elle souffre un peu de l'incertitude que je ressentais. J'ai attendu. J'ai compté chaque minute sur l'horloge numérique de la table de chevet. À 22h40, la respiration de Vanessa est finalement devenue profonde et régulière. Elle s'était endormie, épuisée par le stress. Moi, en revanche, j'étais parfaitement réveillé. À 23h47 très exactement, je suis sorti du lit avec des mouvements silencieux, et je suis descendu au bureau, au rez-de-chaussée. J'ai verrouillé la porte, allumé la lampe de bureau, et sorti mon téléphone. J'ai cherché dans mes contacts le nom dont j'avais besoin. Valentin Cabrero Ortiz, un avocat spécialisé en divorce, que j'avais rencontré 2 ans plus tôt lors d'une affaire d'entreprise. J'ai rédigé un message direct et précis, « Valentin, c'est Javier Serrano. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent demain. Sujet, divorce et enquête privée. Confidentialité absolue. Réponds quand tu pourras. » La réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Javier, je peux te voir demain à 9h dans mon bureau. J'apporterai les coordonnées d'un enquêteur de confiance. Tout va bien? Non, ai-je tapé honnêtement, mais ça ira. J'ai éteint le téléphone, et je me suis assis dans l'obscurité du bureau, écoutant le silence de la maison. À l'étage, Vanessa dormait dans notre lit, rêvant probablement à la façon de sauver son secret. Mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle ne connaissait pas le Javier qui avait négocié des accords de plusieurs millions d'euros avec des cadres impitoyables. Elle ne connaissait pas l'homme qui savait exactement quand attendre, quand observer, et quand frapper avec une précision chirurgicale. La guerre venait de commencer, et je n'avais pas l'intention de la perdre. Le bureau de Valentin Cabrero était situé dans le quartier financier de Madrid, au 16e étage d'un immeuble en verre, qui reflétait le ciel gris de janvier. Je suis arrivé à 8h40, soit 20 minutes avant le rendez-vous prévu. Je préférais attendre plutôt que d'être en retard. Le temps était désormais mon allié, et non plus mon ennemi. La réceptionniste m'a offert un café, que j'ai poliment décliné. Mon estomac n'avait pas toléré de nourriture solide depuis cet appel du docteur Campos. Chaque fois que je fermais les yeux,
je revoyais le visage de Vanessa pâlir. J'entendais sa voix balbutier des excuses pathétiques. « Ravière, entre, je t'en prie », a appelé Valentin depuis la porte de son bureau privé. C'était un homme de 51 ans, aux cheveux gris parfaitement coiffés, portant un costume bleu marine qui respirait l'expérience et le succès. À côté de lui se tenait un autre homme, plus jeune, peut-être 40 ans, avec une barbe taillée et un regard pénétrant. « Laisse-moi te présenter Esteban Ruiz Gallardo », a dit Valentin en fermant la porte derrière nous. C'est le meilleur détective privé de Madrid. Discret, efficace, et impitoyablement performant lorsqu'il s'agit de rassembler des preuves. Nous nous sommes assis autour d'une table de réunion en acajou sombre. Je n'ai pas perdu de temps en politesse inutile. Je leur ai tout raconté avec une précision chronologique, les 4 mois en Chine, mon retour le 14 janvier, l'appel du médecin pendant le déjeuner, et cette grossesse de 12 semaines qui rendait ma paternité mathématiquement impossible. « Votre femme a-t-elle admis l'infidélité » a demandé Esteban, prenant des notes sur une tablette. « Non, elle insiste sur le fait que c'est une erreur médicale », ai-je répondu amèrement. Mais sa réaction disait tout. Une panique pure. La culpabilité était écrite sur chacun de ses gestes. Valentin s'est adossé à sa chaise, croisant les doigts. Bien. Cela nous donne un avantage juridique significatif. En Espagne, une infidélité prouvée affecte considérablement la division des biens, et élimine les droits à une pension alimentaire. Mais nous avons besoin de preuves solides, pas seulement de soupçons. C'est exactement pour ça que je suis ici, ai-je affirmé. Esteban a ouvert un dossier, et a fait glisser plusieurs documents vers moi. J'ai besoin que vous signiez une autorisation pour accéder aux relevés financiers conjoints, aux relevés téléphoniques qui sont à votre nom, et à tout appareil partagé. J'ai également besoin de photographies récentes de votre femme, de sa routine quotidienne, et des endroits qu'elle fréquente. J'ai tout signé sans hésitation. Je lui ai donné des photos de Vanessa depuis mon téléphone. J'ai expliqué qu'elle enseignait à l'Institut Cervantes du lundi au vendredi, de 9h à 17h, qu'elle avait l'habitude d'aller au supermarché le mercredi, et qu'elle avait des amis avec qui elle prenait parfois un café le samedi. Des soupçons sur l'identité de l'amant, a demandé Esteban. J'ai secoué la tête. Aucun. C'est la partie qui me détruit le plus. Je n'ai aucune idée de qui il est, depuis combien de temps ça dure, ni où il se retrouve. Nous le découvrirons, a promis Esteban avec une confiance tranquille. Donnez-moi une semaine, et je vous fournirai un profil complet. Valentin est intervenu, avec sa voix professionnelle d'avocat chevronné. En attendant, Ravière, je te recommande d'agir avec une normalité absolue à la maison. Ne la confronte pas, ne l'accuse pas, ne change pas radicalement de comportement. Chaque jour où elle croira que tu as avalé son histoire d'erreur médicale, est un jour où elle baissera sa garde. Et si elle essaie de se faire avorter, ai-je demandé, écœuré par cette possibilité. Je la surveillerai, m'a assuré Esteban. Si elle visite la moindre clinique, je le saurai immédiatement. J'ai quitté le bureau à 10h15. Je portais un dossier contenant les documents juridiques préliminaires, et je ressentais une étrange sensation de contrôle retrouvé. J'avais un plan. J'avais des professionnels pour m'aider. Je n'étais plus seul dans ce cauchemar. J'ai décidé de passer le reste de la journée à examiner personnellement les dossiers financiers, auxquels j'avais un accès immédiat. Je me suis installé dans un café calme, près de la Gran Via, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Vanessa et moi partagions un compte bancaire commun, où nous versions nos salaires, et depuis lequel nous payions les dépenses de la maison. Je n'avais jamais été contrôlant avec l'argent. Je lui faisais une confiance aveugle. À quel point j'avais été stupide. J'ai téléchargé les relevés des 6 derniers mois, et j'ai commencé à les examiner ligne par ligne. Des dépenses normales au début, supermarché, électricité, eau, gaz, quelques restaurants occasionnels. Mais ensuite, en septembre, à peine 2 jours après mon départ pour la Chine, un prélèvement est apparu, me glaçant le sang. Elite Premium Gym. Paiement mensuel, 180 €. Vanessa n'avait jamais mis les pieds dans une salle de sport de sa vie. Tout au long de notre mariage, elle s'était toujours moquée des gens obsédés par l'exercice. Je préfère marcher dans le parc plutôt que de m'enfermer dans une boîte pleine de sueur, avait-elle coutume de dire. J'ai vérifié le mois d'octobre. Un autre prélèvement identique, 180 € pour Elite Premium Gym. Novembre, même prélèvement. Décembre, même prélèvement.
Janvier, 6 jours seulement avant mon retour, même prélèvement. 5 mensualités consécutives de 180 € chacune. Un total de 900 € investis dans une salle de sport qu'elle n'avait, soi-disant, jamais visitée. J'ai noté l'adresse de la salle, et j'ai continué à scruter les relevés. D'autres dépenses suspectes ont surgi comme des drapeaux rouges. Des repas au restaurant en milieu de semaine, à des heures où elle aurait dû enseigner. Des achats dans des boutiques de lingerie fine, pour des montants que je n'ai jamais vus se refléter dans sa garde-robe. 2 prélèvements à l'hôtel Mirador, pour des services de spa, les mardis après-midi. Ma femme n'était pas fan des spas. Encore un mensonge. J'ai fermé l'ordinateur portable, sentant la rage commencer à remplacer la douleur. J'ai appelé Esteban immédiatement. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit sans préambule. Elite Premium Gym. Des paiements mensuels depuis septembre. J'ai besoin que vous enquêtiez sur cet endroit. Compris. Je vous fournirai des informations d'ici 24 heures. Ce soir-là, je suis rentré à la maison en agissant comme si de rien n'était. Vanessa avait préparé le dîner, essayant à nouveau de me faire plaisir avec l'un de mes plats favoris, de l'agneau rôti avec des pommes de terre. J'ai mangé de façon mécanique, répondant à ses questions banales sur ma journée par des monosyllabes brefs, mais polis. Comment te sens-tu par rapport à cette histoire de médecin, a-t-elle fini par demander d'une voix tremblante. Confus, ai-je menti à la perfection. Mais je suppose que tu as raison. Ça doit être une erreur administrative. Nous appellerons demain pour clarifier tout ça. J'ai vu le soulagement inonder son visage. Elle pensait avoir gagné, que j'étais assez naïf pour gober son histoire. Parfait. Après le dîner, je suis monté dans la chambre, prétextant une fatigue persistante due au décalage horaire. J'ai attendu d'entendre Vanessa prendre sa douche. Ensuite, je suis descendu discrètement au bureau, où nous gardions la tablette partagée. Nous l'utilisions principalement pour les recettes de cuisine, et parfois pour regarder des séries. Je l'ai allumée avec des mains tremblantes. Vanessa n'était pas très douée en technologie. Elle pensait probablement qu'effacer les messages de son téléphone suffisait, mais elle ignorait que la tablette se synchronisait automatiquement avec son iCloud, sauvegardant tout. J'ai ouvert une application de messagerie, j'ai cherché les conversations supprimées dans le dossier de récupération de sauvegarde, et c'était là. Des conversations avec un contact enregistré simplement sous le nom de Bru. Mon cœur a cessé de battre. Bru était le surnom que j'avais moi-même inventé pour mon frère Bruno, lorsque nous avions respectivement 7 et 2 ans. Personne d'autre au monde n'appelait mon frère ainsi. C'était notre code d'enfance privé. Avec des doigts engourdis, j'ai ouvert la conversation. Les messages les plus récents dataient de 2 jours avant mon retour. Bru, tu me manques tellement. Ces mois avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Vanessa, moi aussi, mon amour. Mais Ravière rentre après-demain. On doit être plus prudent. Bru, je sais, mais je déteste devoir me cacher. Tu mérites d'être heureuse. J'ai continué à lire, faisant défiler la conversation vers des messages plus anciens. Il y en avait des centaines. Des photos intimes que je me suis forcé à ne pas regarder en détail. Des projets de rencontres, des déclarations d'amour qui me déchiraient de l'intérieur. Et puis, j'ai trouvé un message qui a confirmé mon pire cauchemar absolu. Vanessa, et si Ravière découvre pour nous? Bru, il ne le découvrira pas. Mon frère me fait plus confiance qu'à quiconque au monde. Il ne se doutera jamais de rien. La tablette a glissé de mes mains, tombant sur le tapis avec un bruit sourd. Mon frère. L'amant de ma femme était mon propre frère, Bruno. Je ne sais pas combien de temps je suis resté agenouillé sur le sol du bureau, fixant cette tablette comme si c'était un artefact extraterrestre. Cela a pu durer 5 minutes, ou 2 heures. Le temps perd tout son sens quand votre réalité entière se désintègre en quelques secondes. Bruno. Mon petit frère. Le garçon que j'avais défendu contre les tyrans à l'école, l'adolescent à qui j'avais prêté de l'argent quand nos parents ne le pouvaient pas. L'homme que j'avais sauvé de la ruine financière, en lui donnant 15% de mon entreprise, sans rien demander d'autre que de la loyauté. Et il m'avait remboursé en se glissant dans le lit de ma femme. J'ai entendu des pas à l'étage. Vanessa avait terminé sa douche. J'ai rapidement remis la tablette exactement où elle était, j'ai effacé l'historique de recherche, et j'ai monté les escaliers. J'essayais de contrôler ma respiration, qui menaçait de se transformer en hyperventilation. Tu vas bien,
a demandé Vanessa en me voyant entrer dans la chambre. Elle portait la nuisette bleue que je lui avais offerte l'année dernière pour notre anniversaire. L'ironie m'a retourné l'estomac. Parfaitement bien, ai-je menti avec un sourire qui devait paraître aussi faux que ce que je ressentais. Je vérifiais juste quelques emails professionnels. Cette nuit-là, j'ai dormi peut-être 2 heures au total. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des fragments de ces messages se graver sur ma rétine. Ces mois avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Mon frère écrivant ces mots à ma femme. Ma femme répondant avec des cœurs et des baisers virtuels. Combien de fois Bruno avait-il été dans cette maison pendant que je travaillais en Chine? Combien de fois avait-il ri de moi? L'idiot confiant qui ne se doutait de rien. Dans quelle pièce l'avait-il fait? Dans mon propre lit? La nausée m'a frappé si fort que j'ai dû courir aux toilettes. J'ai vomi de la bile jaune, car mon estomac était vide depuis la veille. Je suis resté agenouillé sur le carrelage froid, transpirant et tremblant, pendant que Vanessa dormait paisiblement à 3 mètres de là. Le lendemain, mercredi 16 janvier, j'ai reçu un appel d'Esteban à 11 heures. J'ai ce qu'il vous faut. Pouvez-vous venir au bureau maintenant? J'ai conduit comme un automate vers le quartier financier. La circulation matinale de Madrid était dense, mais je l'ai à peine remarqué. Mon esprit repassait en boucle chaque interaction que j'avais eue avec Bruno au cours des dernières années. Chaque étreinte, chaque tape dans le dos, chaque « merci, mon frère, pour tout ce que tu fais pour moi ». Que des mensonges. Que du théâtre. Esteban m'attendait dans une salle de réunion privée. Sur la table se trouvait une épaisse enveloppe Kraft scellée. Je me suis assis en face de lui, me préparant au pire, même si je savais déjà exactement ce qu'elle contenait. Avant que vous n'ouvriez ceci, a commencé Esteban, d'un ton professionnel mais non dénué de compassion. Je tiens à vous prévenir que les images sont explicites. J'ai 47 photographies, prises au cours de 5 jours de surveillance. Si vous préférez, je peux simplement vous les décrire. Ouvrez-la, ai-je ordonné d'une voix creuse. Esteban a fait glisser l'enveloppe vers moi. Je l'ai prise avec des mains qui ne tremblaient plus. J'avais dépassé le stade du choc. Désormais, il n'y avait plus qu'une fureur froide. J'ai sorti la première série de photographies. Date et heure dans le coin inférieur, mardi 10 janvier, 14h32. Lieu, entrée de l'hôtel Mirador, dans le quartier de Salamanca. La première photo montrait Vanessa sortant de sa Toyota Corolla blanche. Elle portait une robe rouge que je ne reconnaissais pas, des talons hauts, et beaucoup plus de maquillage qu'elle n'en portait habituellement pour enseigner. Elle avait l'air radieuse, heureuse. Deuxième photo, un homme sortant d'une BMW noire, garé 3 places plus loin. Grand, athlétique, cheveux bruns coupés courts, portant un jean moulant et une veste en cuir marron. Mon frère, Bruno. Troisième photo, tous les deux marchant vers l'entrée de l'hôtel. Ils ne se touchaient pas encore. Ils gardaient une distance prudente en public, mais leur visage, la façon dont ils se regardaient. Quatrième photo, entrant dans le hall ensemble. Bruno posant sa main sur le bas du dos de Vanessa, un geste possessif, intime. Je ne pouvais pas regarder les photos de l'intérieur de l'hôtel. Esteban les avait obtenues en soudoyant un employé de nettoyage, qui les avait pris en photo entrant et sortant de la chambre 212. 2h40 plus tard. Je suis passé à la deuxième série. Jeudi 12 janvier. Même hôtel, même chambre. Cette fois, Bruno était arrivé en premier. Les images le montraient attendant nerveusement dans le hall, vérifiant constamment sa montre. Quand Vanessa est apparue, tout son visage s'est illuminé. Le schéma est constant, a expliqué Esteban, en pointant les horodatage. Les mardis et jeudis, entre 14h et 17h. Toujours le même hôtel, toujours la même chambre. Ils l'ont réservé avec une carte de crédit au nom de Bruno Serrano Vidal. J'ai obtenu des copies des reçus. Bien sûr, il a utilisé son propre nom, ai-je marmonné amèrement. Pourquoi s'inquiéter? Son idiot de frère est en Chine à travailler comme un esclave pour faire vivre la famille. Esteban a continué, avec l'efficacité de quelqu'un qui a vu 1000 tragédies similaires. J'ai également enquêté sur l'Elite Premium Gym. Bruno y travaille comme entraîneur personnel depuis mars dernier. Cela coïncide parfaitement avec le moment où il a rencontré votre femme. Elle a commencé à s'y rendre en avril, selon les registres d'adhésion. Avril. Cela signifiait qu'ils étaient ensemble depuis environ 9 mois,
presque aussi longtemps que j'avais planifié ce voyage en Chine, censé assurer l'avenir financier de ma famille. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. Esteban a ajouté, d'un ton plus sombre, pendant ma surveillance, j'ai remarqué que votre femme a rencontré votre fille, Nuria, à 2 reprises au cours de ces 5 jours. À chaque fois, j'ai observé des conversations intenses dans des cafés. Leur langage corporel suggérait une discussion sérieuse. Et non une discussion décontractée entre mère et fille. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé à la poitrine avec une batte de baseball. Nuria sait. Je ne peux pas le confirmer avec une certitude absolue sans mettre les communications sur écoute. Mais, d'après mes 22 ans d'expérience dans ce domaine. Oui, votre fille le sait. Bien sûr qu'elle le savait. Les messages de la tablette le confirmaient. Vanessa avait écrit en mai, Nuria m'a découverte aujourd'hui. J'étais terrifié, mais elle m'a prise dans ses bras et a dit que je méritais d'être heureuse. Ma fille de 26 ans, la brillante architecte pour laquelle j'avais investi 200 000 € d'études universitaires, couvrait activement sa mère depuis 8 mois. J'ai besoin d'une copie de tout ça, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme étant la mienne. C'est déjà préparé, a répondu Esteban, en me tendant une clé USB. Documents numériques, photos, reçus d'hôtel, relevés bancaires mettant en évidence les paiements à la salle de sport. Tout est légalement admissible au tribunal. J'ai également inclus les coordonnées de Bruno, son adresse actuelle à Tétouan, son numéro de téléphone, et ses lieux de travail. Je l'ai prise comme si c'était une bombe nucléaire. D'une certaine manière, c'en était une. Le restaurant où il travaille, ai-je demandé, me rappelant les grandes lignes de mon plan. Il fait des services de serveur les vendredis et samedis soirs, de 20h à 1h du matin. C'est un second emploi pour compléter ses revenus du gymnase. Parfait. Tout s'emboîtait dans le puzzle empoisonné qu'était désormais ma vie. J'ai payé Esteban 5 000 € en espèces pour 5 jours de travail exceptionnel. Il a promis de maintenir une surveillance discrète sur Vanessa jusqu'à nouvel ordre, en surveillant tout particulièrement les éventuelles visites dans des cliniques d'avortement. J'ai repris le volant en mode pilote automatique. Il était 13h40. Vanessa enseignerait jusqu'à 17h. J'avais le temps. Je suis entré dans la chambre que nous partagions depuis 23 ans. J'ai ouvert son placard, à la recherche de cette robe rouge figurant sur les photographies. Je l'ai trouvée accrochée au fond, avec d'autres vêtements que je ne lui avais jamais vu porter. Un ensemble complet de lingerie française hors de prix, avec les étiquettes encore attachées. Des talons aux rouges assortis parfaitement à la robe. Tout acheté pour lui, pour mon frère, avec l'argent de notre compte commun, que j'alimentais principalement avec mes revenus. Je me suis assis sur le bord du lit, tenant cette robe rouge entre mes mains. Je n'ai pas pleuré. Les larmes exigent de la surprise, et je n'avais plus aucune capacité de surprise. Il n'y avait plus que la certitude glaciale que les 2 personnes que j'aimais le plus au monde, après ma fille, m'avaient trahi de la manière la plus vile possible. Et Nuria, ma petite Nuria, qui s'asseyait sur mes épaules quand elle avait 4 ans. Elle avait, elle aussi, choisi son camp. J'ai soigneusement plié la robe rouge, et je l'ai remise à sa place. J'ai fermé le placard, je suis descendu, et je me suis servi 2 doigts de ce scotch que je gardais pour les grandes occasions. Puis, j'ai appelé Valentin. Je dois lancer la procédure de divorce immédiatement. Et je dois également dissoudre le partenariat avec mon frère. J'ai toutes les preuves nécessaires. Ce soir-là, quand Vanessa est rentrée de l'institut vers 18h, elle m'a trouvé en train de préparer des carbonara dans la cuisine. J'ai agi comme si tout était normal, comme si mon monde ne s'était pas complètement désintégré au cours des 72 dernières heures. Ça sent délicieusement bon, a-t-elle commenté, en posant son sac à main sur le comptoir. Sa voix avait un ton de soulagement à peine déguisé. Elle pensait avoir survécu à la tempête, et croyait que j'avais accepté son histoire d'erreur médicale. Je me suis dit que cuisiner me détendrait, ai-je répondu, en remuant les pattes sans la regarder. Le décalage horaire me tient encore éveillé à des heures bizarres. Nous avons dîné en échangeant une conversation superficielle, sur ses élèves, et sur mon ancien collègue de Shanghai. J'ai souri au bon moment, j'ai hoché la tête quand il le fallait, jouant à la perfection le rôle du mari confiant. Les années de présentation en entreprise m'avaient appris à contrôler chaque micro-expression faciale. Après le dîner, pendant que Vanessa regardait une série dans le salon, je suis retourné au bureau avec la tablette. Cette fois, je n'ai pas cherché les messages avec Bruno.
J'ai cherché les conversations entre Vanessa et notre fille, Nuria. Je les ai trouvées archivées dans le dossier famille. Quelle ironie. J'ai commencé à lire à partir d'avril de l'année précédente, date à laquelle, selon Esteban, tout avait commencé. Les premiers messages étaient normaux. Des projets pour déjeuner ensemble, des discussions sur des conceptions architecturales. Nuria exposait des plaintes typiques de mère-fille sur des banalités. Puis, je suis arrivé au 23 mai. Le jour qui a tout changé. Nuria, maman, il faut qu'on parle d'urgence. Pas par message. Vanessa, que se passe-t-il, chérie? Tu me fais peur. Nuria, je suis allé à la salle de sport près de ton école aujourd'hui, pour te faire une surprise. Je t'ai vu sortir avec oncle Bruno. Je vous ai vu vous embrasser sur le parking. Explique-moi ce qui se passe. Il y a eu un silence numérique pendant 3 heures. Puis, Vanessa, on peut se voir au café central à 19 heures? S'il te plaît, ne juge pas avant de m'avoir entendu. Nuria, j'y serai. Il n'y avait aucune trace de cette conversation, car elle avait eu lieu en personne. Mais les messages qui ont suivi, cette même nuit, ont tout révélé. Nuria, maman, je n'arrive pas à croire ce que tu m'as dit. Papa ne mérite pas ça. Vanessa, je sais, mon amour. Mais ton père et moi sommes plutôt des colocataires que des conjoints, depuis des années. Il vit pour son travail. À quand remonte notre dernière vraie conversation? Nuria, ça ne justifie pas de coucher avec son frère. Avec oncle Bruno. C'est dégoûtant. Vanessa, Bruno me fait me sentir vivante, pour la première fois depuis des décennies. Il me voit vraiment. Il m'écoute. Nuria, et qu'est-ce que tu vas faire? Papa est en Chine jusqu'en janvier. Vanessa, je ne sais pas. Bruno dit qu'il m'aime. Qu'il quittera tout pour moi si je quitte ton père. J'ai dégluti en lisant cela. Mon frère promettant un amour éternel à ma femme. Ma fille lisant ça, et ne m'appelant pas immédiatement. Les messages ont continué tout au long du mois de juin. Nuria exprimait une désapprobation initiale, mais s'adoucissait progressivement. Nuria, je t'ai vu avec Bruno aujourd'hui au Retiro. Tu as l'air si heureuse. Ça fait des années que je ne t'avais pas vu sourire comme ça. Vanessa, c'est parce que je peux être honnête avec lui, chérie. Ton père est un homme bon, mais nous sommes devenus des étrangers. Nuria, je continue de penser que c'est mal, mais je veux aussi que tu sois heureuse. Le mois de juillet a apporté le rebondissement définitif. Vanessa, Nuria, j'ai besoin de tes conseils. Je crois que je suis enceinte. Nuria, oh mon Dieu. Maman. De Bruno? Vanessa, oui. J'ai fait un test maison ce matin. Positif. Nuria, papa rentre dans 6 mois. Tu dois faire quelque chose, maintenant. Vanessa, je ne peux pas tuer un bébé. Je ne peux pas Nuria, maman, réfléchis bien. Papa a subi une vasectomie il y a 5 ans, après que tu aies décidé de ne plus avoir d'enfant. Comment vas-tu expliquer une grossesse? J'ignorais ça. J'ai revu mentalement mon propre dossier médical. C'était vrai. En 2019, quand Vanessa avait dit qu'elle était sûre de ne plus vouloir d'enfant, j'avais subi une vasectomie. Une procédure ambulatoire, un mardi après-midi, suivie de 3 jours de convalescence. Un autre détail qui rendait ma paternité impossible. Les messages d'où montraient Nuria convainquant activement Vanessa de se faire avorter. Nuria, j'ai trouvé une clinique discrète à Rétafé. Il ne pose aucune question. On paie en espèces. Vanessa, je ne sais pas si j'en suis capable. Nuria, tu dois en être capable. Papa découvrira tout si tu ne le fais pas. Nous perdrons la maison, l'argent, tout. Vanessa, mais Bruno veut ce bébé. Il dit que c'est un signe que nous devrions être ensemble. Nuria, Bruno est un idiot. Oncle Bruno a été un raté toute sa vie. C'est papa qui le soutient financièrement. Si papa découvre ça, Bruno perdra tout, lui aussi. Septembre est arrivé, avec des messages plus urgents. Nuria, maman, ça fait presque 8 semaines maintenant. Si tu dois le faire, ça doit être fait bientôt. Vanessa, je n'arrive toujours pas à me décider. Ce bébé est peut-être ma dernière chance d'être mère à nouveau. Nuria, tu es déjà mère, et j'ai besoin que tu utilises ta tête.
Papa mérite beaucoup de choses pour avoir été émotionnellement absent, mais il ne mérite pas qu'on lui mente comme ça. Voilà que ma propre fille reconnaissait que je méritais qu'il m'arrive malheur. Pour avoir trop travaillé, pour avoir subvenu à leurs besoins, pour avoir sacrifié des années de ma vie à bâtir une sécurité financière, dont elle profitait toutes les deux sans se poser de questions. Les derniers messages, d'octobre et novembre, montraient Nuria se résignant à la décision de Vanessa de poursuivre la grossesse. Nuria, si tu vas garder ce bébé, sois au moins intelligente. Efface tous les messages avec Bruno. Change son nom de contact. Agis normalement quand papa rentrera. Vanessa, je le ferai. J'inventerai quelque chose. Je dirai que le médecin s'est trompé, ou que c'est un miracle médical. Nuria, les miracles médicaux n'existent pas, maman. Papa n'est pas idiot. Mais apparemment, ma fille pensait que si. Elle croyait toutes les deux pouvoir me tromper. J'ai trouvé un dernier message daté du 13 janvier, la veille de mon retour. Nuria, dernière chance. Maman, tu peux encore mettre fin à ça avant que papa n'arrive demain. Vanessa, je ne peux pas. Je le sens déjà bouger. C'est une vie. Nuria, alors prépare-toi aux conséquences, et ne me mêle pas à ça quand tout explosera. J'ai fermé la tablette, les mains tremblantes. Pas de peur ni de tristesse, mais d'une rage absolue. Ma fille savait depuis 8 mois. 8 mois entiers. Elle avait eu de multiples occasions de m'appeler, de m'envoyer un message anonyme, de faire ce qui était juste. Au lieu de cela, elle avait choisi de protéger sa mère et son oncle. Elle avait choisi de conspirer activement pour me garder dans l'ignorance. Je suis monté dans la chambre, où Vanessa dormait déjà profondément. Je l'ai observée dans l'obscurité. Cette femme, qui avait partagé ma vie pendant plus de 2 décennies. Une respiration calme, un visage détendu. Aucune trace de culpabilité ou de remords. Demain, j'appellerai Nuria. J'avais besoin d'entendre sa voix, d'observer ses réactions lorsqu'elle me mentirait inévitablement en face, tout comme sa mère. J'avais besoin de confirmer personnellement que ma fille m'avait trahi, tout aussi complètement que ma femme et mon frère. Car si les 3 personnes qui formaient mon noyau familial avaient conspiré contre moi, alors je n'avais plus de famille à protéger. Je n'avais plus que des ennemis à punir. Et j'étais très doué pour punir, quand je le décidais. Le vendredi 18 janvier, j'ai rencontré Valentin et son équipe juridique, dans une salle de conférence qui sentait le cuir cher et le café frais. Sur la table reposaient 3 épais dossiers, étiquetés à mon nom. La vengeance, découvrais-je, exigeait une documentation méticuleuse. Nous avons examiné tous tes actifs, a commencé Valentin en ouvrant le premier dossier. La bonne nouvelle, c'est que tu as été intelligent de créer cette société offshore à Gibraltar, en 1998, 2 ans avant de te marier. Légalement, ces fonds sont complètement séparés du patrimoine conjugal. Combien y a-t-il actuellement ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà le chiffre approximatif. 470 000 € exactement, a répondu son associé, Patricia Moral, une avocate spécialisée en droit international. Plus les intérêts accumulés, ce qui porte le total à 520 000 €. Le tout protégé par la législation de Gibraltar, que l'Espagne ne peut pas toucher dans le cadre d'une procédure de divorce. J'ai hoché la tête, avec une froide satisfaction. Cette entreprise, Serrano Consulting International, avait toujours été mon filet de sécurité. Vanessa ne savait même pas qu'elle existait, car je l'avais établie en tant que célibataire, avec l'argent hérité de mon grand-père paternel. L'appartement de Chamartin présente plus de complexité, a poursuivi Valentin. Il est à vos 2 noms depuis l'achat en 2007. La valeur marchande actuelle est d'environ 820 000 €. Mais j'ai payé l'intégralité de l'apport initial, ai-je objecté. 200 000 € provenant de mon compte personnel, avant le mariage. Exactement, a confirmé Patricia en jetant un œil aux documents bancaires. Nous avons les relevés prouvant l'origine prénuptiale des fonds. Nous pouvons soutenir que vous méritez un pourcentage plus important, ou une compensation équivalente. Avec l'infidélité prouvée de Vanessa, a ajouté Valentin avec un sourire de prédateur, nous pouvons exiger qu'elle renonce à tout droit sur l'appartement. En Espagne, l'adultère affecte dramatiquement le partage des biens. Bien, ai-je dit simplement, un mot qui contenait des années de rage cristallisée. Nous sommes passés à la situation la plus délicate, le partenariat avec Bruno. Valentin avait examiné de manière exhaustive notre accord de partenariat,
signé en 2015, lorsque je lui avais accordé 15% de Serrano Consulting. Voici ta planche de salut, a-t-il dit en désignant une clause à la page 16, section 8, sous-section 3. Tout associé qui s'engage dans des activités qui portent atteinte à la réputation morale de l'entreprise, ou qui violant les principes fiduciaires de confiance, peut être révoqué par un vote à la majorité du conseil d'administration. Je suis le conseil d'administration, ai-je rappelé. J'ai 85% des voix. Exactement. Bruno a violé la clause morale de manière spectaculaire. Non seulement il t'a trahi personnellement, mais l'infidélité avec la femme de l'associé majoritaire constitue un conflit d'intérêts massif. Aucun tribunal ne s'opposera à son renvoi. Patricia a fait glisser un autre document vers moi. Nous avons évalué sa participation actuelle à 85 000 €, sur la base des liquidités de la société de conseil. La loi veut que vous achetiez son pourcentage à un juste prix du marché. Mais compte tenu des circonstances, je lui paierai très exactement 0, les jeux interrompus d'une voix glaciale. La clause stipule que la participation à des activités immorales entraîne la confiscation totale sans compensation. C'est littéralement écrit dans le contrat qu'il a signé. Valentin a souri largement. Je savais que tu dirais ça. J'ai déjà préparé la mise en demeure. Bruno recevra une lettre recommandée l'informant qu'il a été révoqué du partenariat. Avec effet immédiat. Il a 30 jours pour faire appel, mais avec les preuves photographiques qu'Esteban a recueillies. Il n'a aucune défense, ai-je terminé sa phrase. J'ai signé 23 documents ce matin-là. Des virements bancaires, la dissolution de la société, la requête en divorce, la demande de test de paternité obligatoire, ainsi qu'une modification du testament retirant Vanessa de la liste des bénéficiaires. Chaque signature était un clou dans le cercueil de mon mariage mort. Et Nuria ? A demandé Valentin en vérifiant ses notes. Elle est actuellement désignée dans ton testament comme héritière universelle, avec Vanessa. Cette question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant 48 heures, j'avais évité de penser sérieusement au rôle de ma fille dans cette trahison, mais je ne pouvais plus le repousser. Je dois d'abord confirmer quelque chose, ai-je fini par dire. Donnez-moi jusqu'à demain pour décider concernant Nuria. J'ai quitté le bureau à 13h30. Je portais une boîte de documents juridiques qui pesait 1 tonne. Je suis monté dans la voiture, et j'ai appelé ma fille. Papa, a-t-elle répondu d'un ton joyeux, qui sonnait de façon obscènement fausse. Quelle surprise! Comment se passe ta réadaptation à l'heure espagnole? Très bien, chérie, ai-je menti doucement. Écoute, j'aimerais te voir. Déjeunons ensemble. Es-tu libre, là, maintenant? Il y a eu une brève pause calculatrice. Bien sûr, papa. Où ça? Au restaurant de Casio. On se voit là-bas dans une demi-heure. Je suis arrivé 15 minutes en avance, et j'ai demandé une table dans un coin isolé. J'ai vu Nuria entrer à 14 heures précises. 26 ans, grande comme sa mère, avec mes yeux gris et des cheveux châtains foncés. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine, probablement acheté avec l'argent que je transférais mensuellement pour son cabinet d'architecture. Papa. Elle m'a serré fort dans ses bras. Cela semblait sincère. L'odeur de son parfum floral m'a rappelé l'époque où elle était petite, et que je l'emmenais au parc tous les dimanches. Nous avons commandé le menu du jour, et avons discuté de tout et de rien pendant les entrées. J'ai attendu, j'ai observé, j'ai cherché des failles dans sa façade. Maman m'a parlé de l'appel du médecin, a-t-elle fini par dire lorsque le plat principal est arrivé. C'était le sujet inévitable. Quelle étrange erreur de l'hôpital, n'est-ce pas? Très étrange, ai-je approuvé en sirotant mon vin blanc. Bien que Vanessa ne soit toujours pas allée clarifier la situation. Elle dit qu'elle est très occupée avec ses cours. J'ai vu la lueur dans ses yeux. Une nervosité mal dissimulée. C'est probablement embarrassant pour elle. Tu sais comment est maman avec sa vie privée médicale. C'est vrai. J'ai hoché la tête, coupant méthodiquement mon steak. Nuria, laisse-moi te demander quelque chose. As-tu remarqué quelque chose de différent chez ta mère ces derniers temps, pendant mon absence? Ma fille s'est visiblement tendue. Différent comment? Je ne sais pas. Plus heureuse, peut-être plus occupée, de nouvelles habitudes. Pas vraiment, a-t-elle menti, en regardant son assiette. Je crois que tu lui as beaucoup manqué.
On se parlait souvent au téléphone, mais, tu sais, ce n'est pas pareil. Menteuse. La tablette montrait qu'elles avaient échangé au moins 50 messages par jour pendant mon absence. Et Bruno, ai-je demandé nonchalamment. Tu l'as vu récemment? Je ne lui ai pas parlé depuis des mois. Nuria a failli s'étouffer avec son vin. Elle a toussé, se couvrant la bouche avec une serviette. Oncle Bruno. Je crois que je l'ai vu une fois à la salle de sport près de l'école de maman, mais juste en passant. Encore un mensonge. Les messages montraient que Nuria avait déjeuné avec Bruno et Vanessa ensemble en octobre. Précisément pour discuter de la grossesse. Intéressant, ai-je commenté d'un ton neutre. Parce que je lui ai donné 15% de mon entreprise il y a des années, nous devrions organiser un dîner de famille bientôt. Tous les 4, comme au bon vieux temps. La terreur a brièvement traversé le visage de ma fille, avant qu'elle ne la cache derrière un sourire forcé. Bien sûr, papa. Ce serait sympa. J'ai payé l'addition avec une carte professionnelle. 138 € pour un repas où ma fille m'avait menti effrontément, 6 fois en 40 minutes. De l'argent bien dépensé pour confirmer ce que je savais déjà. Cet après-midi-là, de retour au bureau de Valentin, j'ai signé le dernier document. Une modification de mon testament, retirant Nuria Serrano Martinez de la liste de mes héritiers. En es-tu absolument sûr, a demandé Valentin. C'est ta fille unique. Ma fille est morte le 23 mai, quand elle a décidé de couvrir sa mère, ai-je répondu d'une voix vide. La femme avec qui j'ai déjeuné aujourd'hui n'est qu'une étrangère qui partage mon nom de famille. Le lundi 20 janvier, je me suis réveillé avec une lucidité mentale absolue. Les 7 derniers jours avaient été un enfer de découvertes progressives, mais désormais, j'avais toutes les pièces du puzzle. Il était temps de passer à l'exécution. J'ai pris mon petit déjeuner seul dans la cuisine, pendant que Vanessa dormait encore. Du pain grillé avec de l'huile d'olive, du café noir sans sucre. Une nourriture fonctionnelle, sans plaisir. J'ai appelé le restaurant La Pergola à 9 h. Bonjour. C'est Javier Serrano. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes, le samedi 25 janvier à 20h30. Une table privée, si possible. J'ai une réunion de famille importante. La réceptionniste a vérifié les disponibilités. Nous avons une table près de la fenêtre dans la salle principale. Cela vous conviendrait-il? Parfait. J'ai confirmé la réservation au nom de Serrano. J'ai raccroché avec un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. J'avais fait mes recherches. Bruno faisait le service en salle précisément les samedis soirs, de 20 h à 1 h. Mon frère serait là, en uniforme, servant aux tables, sans aucune possibilité de fuir quand son monde s'effondrerait. À 10 h, j'ai appelé Esteban. J'ai besoin que vous ayez quelqu'un à la pergola, ce samedi à 20 h. Une table séparée, mais avec une ligne de vue directe sur la mienne, et avec un enregistreur autorisé par la justice. Compris. Nous procédons au plan. Procédez. L'appel suivant était pour Vanessa. Elle a répondu d'une voix endormie. Javier, où es-tu? Je suis sorti marcher un peu. Écoute, j'ai beaucoup pensé à nous cette semaine. Au malentendu avec le médecin, et à la façon dont j'ai laissé le travail m'accaparer. Un silence prudent de l'autre côté. Oui. Je veux que nous dînions ensemble ce samedi. Toi, moi, et Nuria. En famille. Nous avons besoin de nous reconnecter après ces mois de séparation. Oh, Javier. Sa voix s'est brisée, avec un soulagement palpable. J'adorerais. Où ça? La Pergola, à Malazana. J'ai réservé pour 20h30. Habille-toi élégamment. Je veux que ce soit spécial. Bien sûr, mon amour. Je serai belle pour toi. Belle pour moi. Ces mots m'ont donné la nausée, mais j'ai gardé un ton chaleureux. Appelle Nuria et confirme avec elle. C'est important que nous soyons tous les 3. Ensuite, j'ai composé le numéro de ma fille. Papa. Elle a répondu rapidement. Trop rapidement. Vanessa lui avait probablement déjà envoyé un message d'alerte. Nuria, ta mère t'a parlé du plan pour samedi? Oui, papa. Je trouve ça merveilleux que tu veuilles nous réunir. Il y a autre chose, ai-je ajouté avec une pause calculée. J'ai aussi invité ton oncle Bruno. Je ne l'ai pas vu depuis mon départ pour la Chine,
et je ressens le besoin de le remercier personnellement d'avoir veillé sur ta mère pendant mon absence. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Oncle Bruno sera là. Oui, je lui ai déjà envoyé un message. Il a confirmé sa présence. Il y a un problème? Non, non, pas du tout, a-t-elle balbutié. C'est juste que je ne savais pas que vous vous parliez à nouveau. Nous sommes frères, Nuria. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas? Tu me l'as toujours dit. Tu as raison, papa. À samedi, alors. Elle a raccroché rapidement, probablement pour appeler immédiatement Vanessa, en pleine panique. J'ai imaginé les deux femmes discutant frénétiquement de ce qu'il fallait faire, de la façon de gérer la situation, et si elles devaient prévenir Bruno. Je les ai laissées transpirer pendant 2 heures, avant d'envoyer un message à Bruno. Frérot. Je suis rentré de Chine la semaine dernière. Désolé de ne pas t'avoir contacté plus tôt. Le décalage horaire m'a détruit. J'ai organisé un dîner de famille ce samedi à 20h30 à la Pergola. Je sais que tu y travailles. Quand tu auras terminé ton service, rejoins-nous. Même si c'est juste pour le dessert. Je veux te remercier d'avoir gardé un œil sur Vanessa pendant mon absence. Je te dois beaucoup. La réponse a mis 15 minutes à arriver. J'imaginais très bien comment il avait dû relire mon message 1 millier de fois, à la recherche de menaces cachées. Ravière. Super d'avoir de tes nouvelles. Bien sûr, mon frère. Je serais ravi de me joindre à vous, même brièvement. À samedi. Parfait. Les 3 rats étaient pris au piège. Il ne restait plus qu'à préparer le poison. J'ai passé les jours suivants à consolider les preuves, avec l'aide de Valentin et de son équipe. Nous avons imprimé une sélection soignée des 47 photographies d'Esteban. Rien de trop explicite qui violerait la pudeur publique, mais suffisamment compromettant pour détruire tout déni possible. Vanessa et Bruno entrant à l'hôtel Mirador. Bruno posant sa main sur le bas du dos de Vanessa. Tous les deux sortant 2 heures plus tard, les vêtements froissés, avec des expressions satisfaites. Patricia a préparé une présentation numérique sur une tablette. Elle comprenait une chronologie complète, les dates des rencontres, les reçus d'hôtel au nom de Bruno, les relevés bancaires montrant les paiements de la salle de sport, et les messages récupérés sur la tablette familiale. Où ma femme et mon frère planifiaient leurs escapades pendant que je travaillais 80 heures par semaine à Shanghai. Le jeudi soir, Valentin est venu chez moi en personne, pendant que Vanessa donnait un cours de littérature avancée en soirée. C'est ta dernière chance de reculer, m'a-t-il dit, assis dans mon bureau. Une fois que tu feras ça en public, il n'y aura plus de retour en arrière. Je ne veux pas faire marche arrière, ai-je répondu avec un calme absolu. Je veux que justice soit faite. La justice peut prendre de nombreuses formes. Une confrontation privée fonctionne aussi. Non. J'ai secoué la tête. Le privé leur donne une chance de contrôler le récit, de feindre des remords. De manipuler. Le public signifie des témoins. Cela signifie une humiliation équivalente à celle qu'ils m'ont causée. Cela signifie qu'ils ne pourront jamais réécrire cette histoire pour se faire passer pour des victimes. Valentin a hoché lentement la tête. Je comprends. Assure-toi juste d'être prêt pour les conséquences émotionnelles. La vengeance est momentanément satisfaisante, mais elle laisse des cicatrices permanentes. J'ai déjà des cicatrices permanentes, ai-je rétorqué, en pointant ma poitrine. Au moins, celles-ci se feront selon mes propres termes. Le vendredi, j'ai préparé 3 enveloppes Kraft identiques. Chacune contenait des documents personnalisés. Pour Vanessa, les papiers du divorce avec une clause de pension alimentaire à 0 pour adultère avéré, plus une demande de test de paternité obligatoire. Pour Bruno, une notification d'expulsion de la société, avec confiscation totale de ses 15% sans compensation financière. Pour Nuria, une lettre recommandée l'informant qu'elle avait été complètement retirée de mon testament, et que le financement mensuel de 2400 € pour son cabinet d'architecture était résilié avec effet immédiat. J'ai également préparé un document supplémentaire. Un examen médical daté de 2019, confirmant ma vasectomie réussie. La preuve irréfutable que toute grossesse de Vanessa était biologiquement impossible de mon fait. Le samedi 25 janvier s'est levé avec un ciel dégagé et une température de 8 degrés Celsius. Ironique qu'une journée aussi lumineuse marque la destruction totale de ma famille.
Vanessa a passé tout l'après-midi à se préparer. Elle a choisi une robe noire élégante qui mettait en valeur sa silhouette, toujours attrayante à 44 ans. Talons rouges, maquillage parfait, cheveux ondulés tombant sur ses épaules dénudées. Elle était magnifique. Elle ressemblait à une femme se préparant pour un dîner romantique avec son mari. Elle ne savait pas qu'elle s'habillait pour ses propres funérailles sociales. « Tu es magnifique », ai-je commenté quand elle est descendue à 19h45. Ce n'était pas un mensonge. Elle l'était objectivement. Mais désormais, cette beauté me produisait une profonde répulsion. « Je veux que cette nuit soit spéciale », a-t-elle répondu en m'embrassant sur la joue. Le contact de ses lèvres m'a brûlé comme de l'acide. J'ai conduit en silence jusqu'à Malazana. Vanessa a comblé l'espace par un bavardage nerveux, parlant de ses élèves, de ses projets de rénovation de la cuisine, de n'importe quoi pour maintenir l'illusion de la normalité. J'ai garé la voiture à 2 rues du restaurant. Il était 20h25. 5 minutes avant la réservation. Timing parfait. Prête, ai-je demandé en coupant le moteur. Prête, a confirmé Vanessa, me prenant la main. Nous avons marché vers la pergola sous la lumière jaune des vieux lampadaires. Je pouvais voir Nuria qui attendait déjà à l'entrée, fixant anxieusement son téléphone. Elle portait une robe bleue conservatrice, et arborait l'expression d'un agneau qu'on mène à l'abattoir. À l'intérieur du restaurant, parmi les bougies vacillantes et le murmure des conversations, mon frère Bruno travaillait. Il servait aux tables, inconscient du fait que sa vie était sur le point d'exploser en 1000 morceaux. Que le spectacle commence. Le maître d'hôtel nous a conduits à notre table près de la fenêtre, avec vue sur la rue pavée. Nuria s'était déjà assise, tortillant nerveusement une serviette entre ses doigts. Elle s'est levée en nous voyant approcher. « Papa, maman » a-t-elle salué d'une voix tendue. Elle nous a embrassés sur les joues machinalement. « Chérie, tu es magnifique » a dit Vanessa en serrant notre fille dans ses bras, avec une effusion fausse. 2 actrices jouant la normalité familiale. Je me suis assis stratégiquement, dos au mur, avec une vue complète sur la salle à manger. J'ai immédiatement identifié Valentin, 3 tables sur ma droite. Il était déguisé en client solitaire lisant un journal. Personne ne se douterait que chaque mot prononcé à notre table serait capté par un microphone directionnel caché dans sa mallette en cuir. Et puis, je l'ai vu. Bruno, émergeant des portes battantes de la cuisine, avec un plateau chargé d'assiettes. Il portait l'uniforme du restaurant, chemise blanche et gilet noir, les cheveux gominés en arrière, complètement inconscient de ce qui se préparait. Nos regards se sont croisés brièvement. Son visage s'est illuminé d'un sourire qui essayait de paraître naturel, mais qui trahissait une profonde nervosité. Il a levé la main, me saluant de loin. Je lui ai rendu son salut avec une tranquillité glaciale. Un autre serveur, un jeune homme dans la vingtaine, est venu prendre notre commande. Nous avons commandé du vin rouge, un assortiment d'entrées, et de la viande pour le plat principal. La conversation superficielle a coulé de manière forcée pendant que nous attendions la nourriture. Alors, papa, a commencé Nuria, la voix tremblant à peine. Comment c'était, la Chine, au final? Tu ne nous as donné presque aucun détail. Épuisant, mais couronné de succès, ai-je répondu en coupant mon pain avec des gestes délibérés. J'ai travaillé avec des gens que je pensais bien connaître. J'ai fait confiance à des équipes que je croyais loyales. J'ai découvert que la confiance est un confort fragile, qui se brise facilement. J'ai vu Vanessa et Nuria échanger un regard rapide. Un message silencieux entre complices. La confiance au sein d'une famille, c'est différent, est intervenue Vanessa, en posant sa main sur la mienne, sur la table. La famille est toujours là pour toi. Toujours, ai-je répété sur un ton neutre. Un concept intéressant. Bruno s'est approché de notre table pendant le 2e service. Il avait fini de servir les tables qui lui étaient assignées. Mon frère, a-t-il dit d'une voix qui se voulait décontractée, mais qui sonnait très étudiée. La famille. A-t-il ajouté rapidement en serrant Vanessa et Nuria dans ses bras. Désolé, je ne peux pas encore m'asseoir. J'ai 2 autres tables avant ma pause. Pas de problème, ai-je répondu, avec un sourire dépourvu de toute chaleur. Tu as le temps. La soirée ne fait que commencer. Il s'est éloigné, d'un pas qui révélait une tension dans ses épaules. Il savait que quelque chose clochait, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus exactement. À 21h15,
lorsque nous avons terminé le plat principal et que le serveur a débarrassé les assiettes, j'ai sorti ma tablette de la mallette en cuir que j'avais apportée. Avant le dessert, ai-je annoncé en posant l'appareil sur la table, je veux vous montrer quelque chose que j'ai découvert pendant mon absence. Ravière, a demandé Vanessa, la voix montant d'un demi-octave. Qu'est-ce que c'est? Regardez simplement l'écran, ai-je ordonné avec un calme absolu. J'ai activé la présentation. La première image est apparue sur l'écran de 12 pouces, parfaitement visible pour les deux femmes assises en face de moi. Vanessa sortant de sa Toyota Corolla blanche, devant l'hôtel Mirador. La date était clairement visible dans le coin inférieur, mardi 10 janvier, 14h32. Vanessa a instantanément pâli. Tout le sang a quitté son visage, la laissant d'une couleur cendrée. Deuxième image, Bruno sortant de sa BMW noire, 3 places plus loin. Même jour, même heure, même endroit. Oh mon Dieu, a chuchoté Nuria. Troisième image, tous les deux marchant ensemble vers l'entrée de l'hôtel. La main de Bruno posée de manière possessive sur le bas du dos de Vanessa. Ravière, je t'en prie, a commencé ma femme d'une voix brisée. Silence, ai-je coupé avec une froideur qui a gelé ses mots. Je n'ai pas terminé. J'ai continué à faire défiler les images méthodiquement. 47 photographies au total, chacune datée et horodatée. Des semaines de rencontres documentées avec une précision chirurgicale. Vanessa et Bruno entrant dans le même hôtel, mardi après mardi, jeudi après jeudi. Sortant des heures plus tard avec des vêtements froissés et des expressions de satisfaction. Nuria pleurait silencieusement, les larmes coulant sur ses joues soigneusement maquillées. Vanessa a essayé d'attraper la tablette. Où as-tu trouvé? J'ai tiré l'appareil hors de sa portée. Où ai-je trouvé les photos? J'ai engagé un enquêteur professionnel. Où ai-je trouvé les dates exactes? Sur les relevés bancaires de notre compte commun, montrant des paiements mensuels de 180 € à la salle de sport où travaille mon frère. Où ai-je trouvé les messages? Sur la tablette familiale. Qui se synchronise automatiquement avec ton iCloud. Vanessa, tu as effacé les conversations de ton téléphone, mais tu as oublié la sauvegarde dans le cloud. Bruno était revenu pendant ma présentation. Il était pétrifié, debout à 2 mètres de nous, un plateau vide pendant inutilement à sa main droite. Son visage reflétait la terreur absolue d'un animal pris au piège. J'ai alors sorti les 3 enveloppes Kraft de ma mallette, et je les ai posées sur la table avec un mouvement cérémonieux. Vanessa, ai-je dit en lui tendant la première. Ce sont les papiers du divorce, déjà signés par mes soins. Clause spéciale, 0 pension alimentaire en raison d'un adultère avéré. Accompagné de preuves photographiques légalement admissibles. Tu y trouveras également une demande de test de paternité obligatoire pour ce bébé que tu portes. Alerte spoiler, ce n'est pas le mien. J'ai subi une vasectomie en 2019. Documentation médicale incluse. Vanessa a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, a lu les premières lignes, et a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Nuria, ai-je continué en passant la deuxième enveloppe à ma fille. Tu as été complètement rayée de mon testament. Tu n'es plus la bénéficiaire de quoi que ce soit. De plus. Le financement mensuel de 2 400 € pour ton cabinet d'architecture est résilié. À compter d'aujourd'hui. Tu aurais dû penser aux conséquences quand tu as décidé de couvrir ta mère pendant 8 mois. Papa, non, a gémi Nuria. S'il te plaît. J'ai juste. Juste quoi? Tu as juste protégé une traîtresse. Tu m'as juste menti en plein visage, quand je t'ai demandé si tu avais remarqué quelque chose d'étrange. Enfin, je me suis tourné vers Bruno, qui était toujours figé comme une statue défectueuse. Je lui ai tendu la 3e enveloppe. Mon frère. J'ai prononcé le mot avec un poison distillé. Tu as été renvoyé de Serrano Consulting. Avec effet immédiat. La clause morale du contrat que tu as signé il y a 9 ans, précise que la participation à des activités qui nuisent à la réputation de l'entreprise entraîne une confiscation totale sans compensation. Coucher avec la femme de l'associé majoritaire se qualifie parfaitement pour cela. Tu perds tes 15%. 85 000 € évaporés. Merci d'avoir joué. Bruno a lâché son plateau. Le fracas métallique a résonné dans tout le restaurant. Les conversations aux tables voisines se sont arrêtées net. Des visages curieux se sont tournés vers notre table. Ravière,
mon frère, c'est un malentendu, a balbutié Bruno d'une voix pathétique. Je n'ai jamais. Nous n'avons pas quoi, l'ai-je confronté en me levant de ma chaise. Ma voix s'est élevée délibérément pour que toute la salle puisse m'entendre. Tu n'as pas couché avec ma femme à plusieurs reprises, pendant 4 mois, pendant que je travaillais en Chine? Tu ne l'as pas mise enceinte? Tu ne lui as pas envoyé de texto disant, je cite, mon frère me fait plus confiance qu'à quiconque. Il ne se doutera jamais de rien. Le restaurant entier a plongé dans un silence sépulcral. 60 pères d'yeux regardaient notre famille s'effondrer en temps réel. Vanessa, la tête dans les mains. Nuria, pleurant silencieusement, fixant son enveloppe comme si elle contenait une condamnation à mort. Bruno a reculé de 2 pas, puis de 3, essayant de disparaître dans l'ombre. 30 ans de mariage, ai-je dit en regardant directement Vanessa. 23 ans ensemble, détruits parce que tu as décidé de baiser avec mon frère. J'espère que ça en valait la peine. Ravière, je t'en prie, a-t-elle supplié, me tendant des mains tremblantes. On peut parler. Ça ne doit pas. Il n'y a plus rien à dire. Mon avocat, ai-je pointé du doigt Valentin, qui a levé la main pour confirmer sa présence, a documenté chaque mot prononcé ce soir. Tu as 30 jours pour signer les papiers, ou nous irons vers un procès public, qui sera infiniment plus humiliant que ça. J'ai sorti mon portefeuille, et j'ai laissé 200 € sur la table. Pour le repas et le spectacle, ai-je annoncé à l'intention du restaurant tout entier. Certains clients ont évité mon regard. D'autres observaient avec une fascination morbide. J'ai marché vers la sortie, le dos droit et la tête haute. Derrière moi, j'entendais le bruit de Vanessa s'effondrant complètement, de Nuria suppliant à travers ses sanglots, de Bruno essayant de justifier l'injustifiable. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Je me suis réveillé le dimanche 26 janvier, avec un étrange sentiment de vide. Ni regret, ni tristesse accablante. Juste une absence, là où résidaient autrefois des émotions complexes. C'était comme se réveiller après une intervention chirurgicale majeure, endolorie, mais fonctionnellement engourdie. Mon téléphone affichait 137 appels en absence. 82 de Vanessa, 34 de Nuria, 21 de Bruno. Il y avait aussi 63 SMS implorant le pardon, une chance de s'expliquer, une clémence qu'ils ne méritaient pas et qu'ils ne recevraient pas. Je les ai bloqués tous les 3. Chaque numéro a été effacé de mes contacts avec une satisfaction méthodique. Vanessa Martinez. Bruno Serrano. Nuria Serrano. Supprimés, supprimés, supprimés. Techniquement, ils existaient toujours quelque part dans Madrid. Mais pour moi, ils venaient d'être rayés de l'univers. Valentin a appelé à 10h40. La vidéo complète du restaurant est sauvegardée sur 3 serveurs différents, m'a-t-il informé d'un ton professionnel. Un son cristallin, sous de multiples angles. Aucun juge ne remettra en question la validité de cette preuve. Vanessa a-t-elle contacté un avocat, ai-je demandé en préparant du café, seule dans cette cuisine qui semblait soudain trop grande et silencieuse. Pas encore. Selon nos contacts dans le circuit juridique, elle est probablement en état de choc. Laisse-lui 48 heures avant de réagir. J'ai passé ce dimanche à réorganiser méthodiquement la maison. J'ai décroché toutes les photos de famille des murs. 23 ans de souvenirs capturés dans des cadres en argent. Mariage, vacances, anniversaire, Noël. Tous emballés dans des cartons, et scellés avec du ruban adhésif industriel. Je les ai descendus à la cave, où ils rejoindraient la poussière et l'oubli. La chambre principale a exigé plus d'efforts émotionnels. J'ai sorti tous les vêtements de Vanessa du placard, ses cosmétiques de la salle de bain, ses livres de la table de chevet. J'ai rempli 8 sacs poubelles noires, que j'ai laissés dans l'entrée avec un post-it « Viens récupérer » ou « Je jette ». Décide-toi vite. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Un matelas plus ferme, des oreillers sans odeur étrangère, des draps qui ne portaient pas les souvenirs d'une trahison nocturne. Le lundi matin 27, Valentin et Patricia se sont présentés chez moi avec d'autres documents. Le tribunal civil a accéléré la procédure, compte tenu des preuves accablantes, a expliqué Patricia, en ouvrant des dossiers sur la table de la salle à manger. Divorce express pour adultère avéré. Vanessa a 2 options, signer les conditions proposées, ou faire face à un procès public où le moindre détail sordide sera exposé devant un juge, les sténographes, et inscrit dans les archives publiques. Combien de temps, ai-je demandé?
Si elle signe sans contester, 30 jours jusqu'au jugement définitif. Si elle conteste, des mois au minimum, avec de multiples audiences. Mettez-lui la pression pour qu'elle signe. Je veux que ce soit terminé avant mars. Valentin a hoché la tête. Concernant la pension alimentaire, la jurisprudence espagnole est claire. L'adultère documenté élimine le droit automatique à l'entretien post-marital. Vanessa ne recevra jamais un seul euro de ta part par mois. Quant à l'appartement. Je me suis souvenu de la propriété de 820 000 euros à Chamartin. Patricia a souri, avec une satisfaction professionnelle. Nous avons prouvé que l'apport de 200 000 euros provenait de vos fonds prénuptiaux. Le tribunal ordonnera la vente de l'appartement avec une répartition 70 à 30 en votre faveur. Vanessa recevra environ 246 000 euros. Vous recevrez 574 000 euros. J'ai fait quelques calculs mentaux rapides. Plus le demi-million à Gibraltar, plus les actifs de la société de conseil. Je sortais de ce désastre avec une valeur nette d'environ 200 000 euros. Vanessa partirait avec un quart de million, qui s'évaporerait rapidement en frais d'avocat, pour se reloger, et élever un enfant bâtard. Bruno ? Ai-je demandé, d'une voix qui ne trahissait aucune émotion. La notification d'expulsion de la société lui a été remise en main propre ce matin à 9 h, a rapporté Valentin. Il a signé un accusé de réception devant notaire. Il a le droit légal de faire appel dans les 30 jours, mais avec une clause morale aussi explicite dans le contrat initial. Il n'a aucun dossier solide, ai-je terminé. Exactement. 85 000 euros de capitaux propres confisqués sans compensation. Nous avons également vérifié ses contrats avec l'Elite Premium Gym et le restaurant La Pergola. Mon intérêt s'est aiguisé. La salle de sport l'a licencié avec effet immédiat. Politique interne concernant les scandales publics impliquant des employés. La Pergola a fait de même dimanche matin. Apparemment, plusieurs clients de samedi se sont plaints à la direction de l'atmosphère inconfortable. Après avoir assisté à votre confrontation. Bruno avait perdu ses 2 emplois en moins de 48 heures. Pas de revenus, pas de part dans mon entreprise, pas de réputation. À 52 ans, il allait devoir repartir de zéro absolu. Nuria, ai-je finalement demandé, ressentant un pincement douloureux que j'ai rapidement réprimé. Patricia a consulté ses notes. Elle a appelé notre cabinet 3 fois hier, vous suppliant de lui parler personnellement. Nous l'avons informé que toute communication devait se faire par écrit, par l'intermédiaire de ses représentants légaux. A-t-elle un avocat ? Pas encore. Probablement parce qu'elle ne peut pas s'en payer un. J'ai vérifié les registres de son cabinet d'architecture. Il fonctionne dans le rouge depuis 6 mois. Votre financement mensuel de 2 400 € était littéralement la seule chose qui lui permettait de garder les portes ouvertes. Combien de temps avant l'effondrement total ? La question est sortie de manière plus clinique que je ne l'avais prévu. 4 semaines maximum. Elle a 3 employés avec des salaires en souffrance. Des loyers de bureaux impayés. Un projet architectural à moitié terminé, qui nécessite des sous-traitants qu'elle ne peut plus payer. Nuria avait bâti son entreprise pendant 3 ans avec mon argent. Chaque ordinateur, chaque logiciel de conception, chaque mètre carré d'espace de bureau payé par des virements, que j'autorisais automatiquement le premier de chaque mois. Et elle avait choisi de protéger sa mère traîtresse plutôt que son père pourvoyeur. Les conséquences lui appartenaient. Maintenez la pression légale sur les 3, ai-je ordonné en me levant de table. Pas de pitié. Pas d'exception. Ce n'est pas une négociation. C'est une exécution. Cet après-midi-là, alors que je marchais seul dans le retiro sous un ciel gris de janvier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté sur la prudence. Ravière ? Une voix de femme, que je n'ai pas tout de suite reconnue. Qui est-ce ? Lucia Romero. La sœur de Vanessa. Ah, mon ex-belle-sœur. Une professeure de mathématiques à Séville, que je voyais peut-être 2 fois par an lors de réunions familiales obligatoires. Lucia, ai-je répondu d'un ton neutre. Je suppose que Vanessa t'a donné sa version des faits. Elle m'a dit que tu as détruit sa vie publiquement dans un restaurant rempli d'inconnus. Que tu as humilié ta propre fille. Que tu as jeté ton frère de ton entreprise. Une édition intéressante des faits, ai-je commenté avec une amère ironie. T'as-t-elle aussi dit qu'elle avait couché avec mon frère pendant 4 mois.
qu'elle était tombée enceinte de lui? Que Nuria savait depuis 8 mois et m'a activement menti? Un silence gêné. Ravière, je comprends ta colère, mais... Je l'ai interrompu avec une voix d'acier. Tu ne comprends absolument rien. Et si tu me contactes à nouveau pour défendre des traîtres, tu seras bloqué toi aussi, définitivement. Bonne journée, Lucia. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Ce soir-là, assis seul dans cette maison qui ressemblait soudain au musée vide d'une vie antérieure, j'ai passé en revue mes comptes bancaires. La société de conseil générait toujours de solides revenus. Le contrat en Chine m'assurait des commissions pour un minimum de 3 ans. Financièrement, je sortirais plus fort de ce désastre. Émotionnellement, c'était une autre question. Mais une chose était absolument claire, Vanessa, Bruno et Nuria ne recevraient jamais de pardon, ni de seconde chance, ni le moindre centime supplémentaire de ma part. La famille que je connaissais était morte le 14 janvier, lorsque ce médecin a parlé sur le haut-parleur. Ce qu'il restait aujourd'hui, ce n'était que des fantômes qu'il fallait enterrer. Février est arrivé, apportant des conséquences qui se sont multipliées comme des cellules cancéreuses. J'ai observé de loin, à une distance sûre, la vie de mes traîtres se désintégrer morceau par morceau. Le mercredi 2 février, Esteban m'a envoyé un rapport mis à jour, issu de la surveillance discrète qu'il avait maintenue sur les 3. Bruno Serrano a tenté d'obtenir un emploi dans 4 salles de sport différentes cette semaine, a écrit l'enquêteur avec une prose efficace. Tous ont rejeté sa candidature après des appels de référence à l'Elite Premium Gym. L'ancien directeur a signalé qu'il avait été licencié pour conduite immorale ayant nui à la réputation de l'établissement. Les nouvelles vont vite dans l'industrie du fitness madrilène. J'ai souri en lisant cela. L'humiliation publique du samedi soir, à la pergola, n'avait pas seulement été du théâtre pour ma satisfaction personnelle. C'était devenu une marque permanente sur le front de mon frère, qui le poursuivrait professionnellement pendant des années. Le rapport continuait, Vanessa Martinez a été mise en congé administratif sans solde par l'Institut Cervantes le lundi 31 janvier. Le directeur Eugenio Castillo, un catholique conservateur connu pour ses valeurs familiales strictes, a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration après avoir appris le scandale. Des témoins rapportent que Castillo a jugé l'adultère incompatible avec les valeurs morales que l'institution représente. Le congé est indéfini, dans l'attente d'une enquête interne. Vanessa travaillait dans cet institut depuis 17 ans. Son salaire mensuel de 2800 € avait été stable, prévisible, sûr. Désormais, ce revenu s'était évaporé, en même temps que sa réputation professionnelle. Mais c'est la section sur Nuria qui a véritablement capté mon attention. Nuria Serrano a fermé les bureaux de son cabinet d'architecture à Losino le jeudi 1er février. 3 employés ont été licenciés, sans indemnité complète, en raison de fonds insuffisants. 2 d'entre eux ont déjà déposé des réclamations auprès du tribunal du travail. Un projet architectural pour un complexe résidentiel à Paseo a été abandonné en cours d'exécution. Le client menace d'intenter un procès pour rupture de contrat, évalué à 42 000 €. 42 000 € que ma fille n'avait pas. Son compte bancaire, selon les relevés que Patricia avait obtenus légalement grâce à une ordonnance du tribunal liée à ma modification testamentaire, affichait un solde de 3 200 €. De quoi survivre peut-être 2 mois, pour les dépenses de base. Après cela, viendrait la vraie pauvreté. J'ai laissé le rapport sur mon bureau, ressentant quelque chose qui n'était pas exactement du plaisir, mais qui n'était pas non plus de la douleur. C'était la froide satisfaction de voir des équations mathématiques résolues correctement. Les actes avaient des conséquences. La trahison avait un prix. Tout s'équilibrait parfaitement. Le vendredi 4 février, Valentin m'a convoqué à son bureau pour une mise à jour juridique. Vanessa a signé les papiers du divorce ce matin, a-t-il annoncé avec un sourire triomphant. Pas de contestation, pas d'appel, acceptation totale des conditions proposées. Le jugement sera définitif le 6 mars. A-t-elle fini par engager un avocat? Oui. Rodrigo Blanco, un avocat de seconde zone spécialisé dans les causes perdues. Il lui a facturé 5 000 € pour lui dire, en gros, qu'elle n'avait aucune défense possible. Vanessa a dû emprunter cet argent à sa sœur. À Séville. 5 000 € sur les 246 000 € qu'elle finirait par recevoir de la vente de l'appartement. Chaque euro dépensé en avocats inutiles était 1 € de moins pour reconstruire sa vie brisée. Le test de paternité, ai-je demandé.
Prévu pour le 12 février, sur ordre du tribunal. Bruno devra également se présenter pour un prélèvement ADN. Résultat sous 5 jours ouvrables. Je n'ai pas besoin de résultats pour connaître la vérité, ai-je commenté amèrement. Mais je veux une documentation officielle. Patricia est intervenue avec un dossier supplémentaire. L'appartement de Chamartin a déjà reçu 3 offres fermes. Le marché immobilier est fort dans ce quartier. Nous pourrions conclure la vente dans 4 semaines, si Vanessa coopère pour les inspections et les démarches administratives. Mettez-lui la pression pour qu'elle coopère. Plus vite nous vendrons, plus vite je couperai le dernier lien matériel qui me relie à elle. J'ai quitté le bureau sous une froide bruine de février. Madrid semblait grise, humide, hostile. Le reflet parfait de mon état émotionnel. L'après-midi même, alors que je marchais sans but dans les rues inconnues de Lavapié, je suis passé devant un petit bureau de tabac, surmonté d'une enseigne au néon clignotante. Loterie nationale. Euromillions. Aujourd'hui, 130 millions. Une somme absurde, impossible, irréelle. Je suis entré dans la boutique, poussé par une impulsion que je ne pouvais rationnellement expliquer. L'employé, un homme d'une 60aine d'années, avec une moustache grise et un gilet en laine, m'a souri de derrière le comptoir. Un ticket d'Euromillions, a-t-il proposé. Pourquoi pas? Ai-je répondu en sortant mon portefeuille. Justin. Il m'a facturé 2,50 €. Il a généré un ticket avec des numéros aléatoires, 7 à 14, 23 à 31, 44. Étoile, 3 à 9. Je l'ai plié sans un second regard, et je l'ai glissé dans la poche arrière de mon pantalon. Les chances de gagner étaient de 1 sur 139 millions. Statistiquement impossible. Mais ces derniers temps, l'impossible était devenu la routine dans ma vie. Les 3 semaines suivantes se sont écoulées dans un étrange brouillard de procédures judiciaires, de réunions avec des avocats, et d'une solitude qui emplissait chaque recoin d'une maison devenue trop grande pour un seul homme. Le 12 février, les résultats de paternité sont arrivés par courrier recommandé. Je les ai ouverts, avec Valentin présent comme témoin. Probabilité de paternité pour Javier Serrano Vidal, 0%. Probabilité de paternité pour Bruno Serrano Vidal, 99,997%. Des chiffres froids, qui confirmaient ce qu'un cœur brisé savait déjà. L'enfant que portait Vanessa était celui de mon frère. Génétiquement impossible d'être de moi. Officiellement documenté pour les archives publiques. Vanessa aurait ce bébé en juillet. Selon les calculs médicaux, ce garçon ou cette fille grandirait en sachant que son existence avait détruit une famille entière. Un enfant bâtard, né d'un oncle et d'une tante. Une histoire qui entrait toutes les personnes impliquées, pendant des décennies. Le 6 mars, exactement comme Valentin l'avait promis, le divorce a été finalisé au tribunal civil de Madrid. Un juge a signé le décret final à 11h40. 23 ans et 8 mois de mariage dissous d'un trait de plume. Je n'y ai pas assisté. J'ai envoyé Patricia me représenter. Vanessa ne s'est pas présentée non plus. Son avocat, Rodrigo Blanco, a accepté les documents en son nom. Ce soir-là, seul dans la maison silencieuse, j'ai bu du whisky au goulot pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas pleuré. Les larmes avaient séché depuis des semaines. J'ai juste ressenti un vide profond, là où vivaient autrefois les espoirs de vieillir avec quelqu'un qui s'était avéré être une étrangère portant un masque familier. Le vendredi 11 mars, je me suis réveillé avec une gueule de bois modérée et une détermination renouvelée. Assez de deuil pour une vie morte. Il était temps de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres. J'ai vérifié mes emails tout en mangeant du pain grillé avec de la confiture. Un message de la banque confirmant le transfert de 574 000 €, provenant de la vente de l'appartement. Ma part. Vanessa recevrait ses 246 000 € sur un compte séparé. Presque 1 million d'euros de liquidité désormais, entre Gibraltar et l'Espagne. Assez pour une retraite confortable, ou une réinvention complète. Des décisions allaient devoir être prises. Puis, mon téléphone a vibré avec une notification d'une application de loterie, dont je ne me souvenais même pas de l'installation. Gagnant. Vérifiez votre billet Euromillions du 4 février. J'ai froncé les sourcils, confus. Un billet du 4 février? J'ai fouillé dans ma mémoire. Cet après-midi pluvieuse à Lavapié. Le bureau de tabac avec l'enseigne au néon.
les numéros aléatoires que j'avais achetés sur un coup de tête absurde. J'ai couru à l'étage, jusqu'au placard où je gardais les vêtements de cette semaine-là. Le pantalon gris que je portais ce jour-là. Poche arrière. Un morceau de papier plié, légèrement froissé, mais lisible. Avec des mains qui commençaient à trembler, j'ai vérifié les numéros en ligne. 7 à 14, 23 à 31, 44. Tous corrects. Étoile 3 à 9. Les deux étaient corrects. Prix, 300 000 € très exactement. Le billet a glissé de mes doigts engourdis, tombant sur la moquette de la chambre. 4 300 000 €. Je venais de gagner plus de 4 millions d'euros à la loterie, 3 semaines seulement après avoir finalisé le divorce le plus dévastateur de ma vie. L'univers, les jeux découverts dans ce moment surréaliste, avaient un sens de l'humour absolument tordu. Encaisser 300 000 € s'est avéré être un processus plus bureaucratique que je ne l'avais imaginé. Valentin m'a accompagné au bureau central des loteries de l'État, où j'ai signé des documents pendant 2 heures, sous la supervision de notaires et de fonctionnaires. Monsieur Serrano, m'a félicité le directeur financier, en me serrant la main avec un enthousiasme professionnel. Vous êtes le 6e gagnant du Grand Prix cette année. Avez-vous des projets précis pour cet argent? Tout recommencer à zéro, ai-je répondu, avec une simplicité qui contenait des vérités plus profondes qu'il ne pourrait jamais le comprendre. Le virement bancaire a été effectué le 18 mars. 800 000 € au total figuraient désormais sur mes comptes, en combinant la loterie, la vente de l'appartement, et les fonds de Gibraltar. Une richesse qui transformait mes possibilités, d'insignifiantes, elles devenaient infinies. Ce soir-là, j'ai appelé un agent immobilier spécialisé dans les propriétés de luxe sur la côte méditerranéenne. Je cherche un Penthouse à Malaga, ai-je précisé avec une clarté absolue. Vue directe sur la mer, 3 chambres minimum, grande terrasse, immeuble moderne avec sécurité, budget flexible jusqu'à 800 000 €. Il m'a envoyé 17 options par email. J'en ai sélectionné 3 pour les visiter personnellement le week-end suivant. Le samedi 20 mars, j'ai pris un vol pour Malaga, sous un ciel bleu éclatant qui contrastait dramatiquement avec le gris perpétuel de Madrid. La première propriété que j'ai visitée m'a conquis instantanément. 10e étage d'une tour résidentielle ultramoderne, dans le quartier de Pedregalejo. 220 mètres carrés, avec des baies vitrées allant du sol au plafond, encadrant une Méditerranée turquoise qui s'étendait jusqu'à un horizon infini. Terrasse de 90 mètres carrés avec jacuzzi intégré, a expliqué l'agent, pendant que je regardais les mouettes planer au-dessus de l'eau cristalline. Cuisine équipée d'appareils 1000, salle de bain avec des finitions italiennes, système domotique complet. Je le prends, ai-je dit sans négocier le prix. 740 000 € payés comptant, une semaine plus tard. J'ai consacré le mois d'avril à déménager complètement. J'ai engagé une entreprise de design d'intérieur, qui a transformé le Penthouse en un espace zen et minimaliste. Des meubles scandinaves aux lignes épurées, une palette de couleurs neutres avec des touches de bleu océan. De l'art abstrait, qui ne contenait aucun souvenir d'une vie passée. 0 photographie de famille, 0 objet sentimental. Juste un pur présent, sans fantôme du passé. Esteban m'a envoyé un dernier rapport de surveillance le 22 avril. Bruno Serrano travaille actuellement comme livreur pour une application de livraison de nourriture. Salaire mensuel approximatif, 900 €. Il vit dans un appartement en colocation à Carabanchel, avec 2 autres hommes. Les dettes accumulées dépassent les 30 000 €. Entre les retards de loyer et les prêts personnels. Mon frère de 52 ans, réduit à livrer des hamburgers sur une moto de location. Une chute vertigineuse, passant du statut de partenaire dans une société de conseil prospère, à la classe ouvrière la plus précaire. Exactement ce qu'il méritait. Vanessa Martinez a donné naissance à un garçon le 18 juillet à l'hôpital Gregorio Maranon. Poids, 3, 4 kg. Nom. Matteo Serrano Martinez. Bruno a légalement reconnu la paternité. Ils vivent actuellement tous les deux dans un appartement de 2 chambres à Valca. Vanessa survit avec ce qui lui reste de ses économies de la vente de l'appartement, plus une aide financière irrégulière de sa sœur Lucia. Le bébé était né. Le fils de mon ex-femme et de mon ex-frère. Un neveu qui portait techniquement le nom de famille Serrano, mais que je ne rencontrerai jamais, et que je ne reconnaîtrai jamais comme ma famille. Un enfant innocent, condamné à grandir avec l'histoire sordide de sa conception, qui le hanterait pour le reste de sa vie. Nuria Serrano a déclaré faillite personnelle le 3 mai.
Dette totale, 68 000 euros. Elle travaille actuellement comme dessinatrice junior dans un cabinet d'architecture d'entreprise. Salaire, 1800 euros par mois. Elle vit dans une chambre louée à Tétuan, partageant un appartement avec 4 inconnus. Ma fille architecte, avec son coûteux diplôme universitaire, vivant désormais dans des conditions que même des étudiants universitaires ne toléreraient pas, passant de son propre bureau à un box anonyme dans une entreprise où personne ne connaissait son nom de famille ni son histoire. J'ai fermé le rapport final, et j'ai transféré à Esteban une prime de 5 000 euros pour services exceptionnels. Ensuite, je lui ai demandé de mettre fin définitivement à la surveillance. Je n'avais plus besoin de savoir. Leur vie détruite était une confirmation suffisante que la justice avait été rendue. Les mois suivants, à Malaga, ont été une révélation progressive de ce que je pouvais être, sans le fardeau d'une famille toxique. J'ai commencé à prendre des cours de surf à 57 ans. Je me levais avant l'aube pour attraper des vagues aux côtés d'instructeurs de 30 ans mes cadets. Mon corps a protesté au début, mais s'est progressivement adapté, se renforçant d'une manière que des décennies passées derrière un bureau avaient atrophié. J'ai acheté un appareil photo Nikon professionnel, et j'ai suivi un cours de photographie artistique. Je me suis découvert un talent inattendu pour capturer les couchers de soleil sur la mer, les textures de l'architecture mauresque de l'Alhambra, et les visages ridés des pêcheurs du marché d'Atarazzana. En août, je me suis envolé seul pour la Thaïlande, avec un sac à dos et une curiosité infinie. 2 semaines passées à explorer des temples bouddhistes, et à goûter à de la nourriture de rue que je n'aurais jamais commandée avec Vanessa, qui critiquait chaque choix. J'ai discuté avec des voyageurs internationaux qui ne savaient rien de mon passé détruit. Septembre m'a emmené en Grèce, octobre au Portugal, novembre au Maroc. Chaque voyage m'enlevait des couches supplémentaires de ce que j'avais été, révélant une version plus authentique, enfouie sous des années d'attentes conjugales étouffantes, et de responsabilités familiales. En décembre, alors que je marchais sur une plage déserte à l'aube avec du café chaud dans un thermos, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'effacer automatiquement. Papa, c'est Nuria. S'il te plaît, lis ça. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je suis profondément désolé. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Maman et moi avons tout gâché. Tu me manques tous les jours. Si jamais tu peux me pardonner. J'ai lu le message en entier. 2 paragraphes d'excuses, de justifications, de supplications. Je l'ai supprimé sans répondre. J'ai bloqué le numéro. J'ai continué à marcher sur le sable humide, alors que le soleil levant peignait le ciel dans des tons d'or et de rose impossibles. Certaines trahisons étaient tout simplement impardonnables. Certaines relations, une fois brisées, ne méritaient pas d'être réparées. Vanessa avait choisi Bruno plutôt que moi. Nuria avait choisi la complicité plutôt que l'honnêteté. Bruno avait choisi la luxure plutôt que la loyauté fraternelle. Moi, je choisissais de vivre, sans qu'aucun d'eux ne contamine mon avenir. Aujourd'hui, en janvier 2026, exactement 2 ans après ce coup de téléphone dévastateur, je vis dans mon Penthouse face à la Méditerranée, entouré d'une vie que j'ai bâtie entièrement seul. Je surfe 3 matins par semaine. J'enseigne la photographie à des retraités, dans un centre communautaire local. Je voyage chaque mois dans des pays que j'ai toujours voulu connaître, mais que Vanessa considérait comme trop exotiques, ou peu sûrs. J'ai de nouveaux amis, qui ne connaissent pas l'histoire de mon divorce spectaculaire. Je fréquente parfois des femmes intéressantes, qui n'exigent pas d'engagement immédiat. Je lis les livres qui se sont accumulés sur ma liste d'attente pendant des décennies. Je dors 8 heures d'affilée sans faire de cauchemars. Suis-je complètement heureux? Honnêtement, je ne sais pas si ce mot s'applique. Il y a encore des nuits où le fantôme de ce qui aurait pu être, vient visiter mes pensées. Des moments où je vois un père jouer avec sa petite fille sur la plage, et où je ressens une douleur aiguë de perte. Mais ce que je sais avec une certitude absolue, c'est ceci, je suis plus libre aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de mes 23 ans de mariage. La trahison de Vanessa, aussi dévastatrice fut-elle, m'a libéré d'une cage dont j'ignorais l'existence. Parfois, les pires choses qui nous arrivent sont précisément ce dont nous avions besoin, pour devenir ce que nous étions toujours censés être. Et si je pouvais retourner à cet après-midi de janvier, à ce moment où le médecin a prononcé les mots qui ont déclenché une explosion nucléaire dans ma vie, je ne changerais pas une seule chose. Car, de l'autre côté de la trahison, j'ai découvert quelque chose d'inestimable, moi-même.